Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Grande Halle de Cournon à Clermont-Ferrand dans le cadre du Sommet de l'élevage pour notre émission On refait le salon. Bon, c'est une émission, on a des invités, on va pouvoir parler de choses et d'autres, des temps forts de la journée, revenir aussi sur l'actualité de ce salon. J'accueille Jean-Pierre Noré, journaliste que je connais depuis 20 ans à peu près. Bonsoir Jean-Paul. Qui est le rédacteur en chef d'un journal qui s'appelle Tracteur, Passion et Collection. Tracteur, Passion et Collection qui ne parle pas que de collection. Il parle d'utilisation du tracteur au sens passionné du terme. D'accord, mais il y a des vieux et des modernes. Voilà, et des modernes. Juste en face de vous, Jean-Marc Fabius, bonjour. Bonsoir. Fondateur de GLHD. GLHD, ça veut dire Green Lighthouse Développement. Voilà, vous allez être le fondateur. Expliquez-moi un peu votre activité. Alors, notre activité, c'est de proposer avec des collectifs d'agriculteurs de faire de l'agrivoltaïsme, c'est-à-dire de mutualiser sur une même surface des activités agricoles et énergétiques avec du solaire, tout basé sur de la co-construction. D'accord. À ma droite, Christian Perroni, éleveur, agriculteur. Agriculteur, éleveur en polyculture élevage dans les Combrailles. Donc je suis le local de l'étape. Puis de Dôme. Et merci de m'avoir invité sur le plateau. Et Christian, tu vas nous parler aussi des agriculteurs ont du cœur. Effectivement. Et des opérations que tu mènes dans ce cadre. On va démarrer par Jean-Pierre, on va y aller. Ça veut dire que Jean-Marc et Christian, vous pouvez à tout moment interagir. Jean-Pierre, il y a eu une annonce vendredi, une annonce incroyable. Je récapitule un petit peu. On avait le CIMA qui marchait pas trop, le CIMA s'était arrêté, on pensait qu'on allait avoir uniquement l'Agritechnica, l'EIMA comme grand salon international du machinisme. Le salon de l'agriculture avait créé le SIAPRO, donc le salon de l'agriculture de Paris avait créé au Bourget donc une initiative, le SIAPRO, et on apprend que le CIMA est de retour. On le croyait enterré, il revit. Alors on le croyait enterré, il revit, mais en même temps il n'était pas complètement enterré, puisque au moment où a été annoncé le fait qu'il n'aurait pas lieu en 2024, les organisateurs avaient dit on prévoit une édition 2026. Ce qui se passe, c'est que personne n'y croyait vraiment. Je dis oui, c'est un effet d'annonce. Mais il y avait quand même un travail qui a été fait, la preuve, puisque aujourd'hui, on nous annonce 2026, une date, le retour en février. Alors ça sera l'éternel débat, puisque je rappelle que depuis 2019, on était repassé à une date en fin d'année. On revient sur le début d'année. En tout cas, ça aura un mérite, c'est de ne plus tomber en concurrence avec le salon EIMA de Bologne, parce que ça, c'est quand même un problème d'avoir deux salons internationaux qui se chevauchent. Mais on va être en concurrence avec un salon français, le SIAPRO, qui se tiendra une année sur deux. On ne va pas être en concurrence puisque le SIAPRO a été annoncé comme devant se tenir au Bourget en février 2025, en même temps que le SIA, le Salon international de l'agriculture à la porte de Versailles. Mais pour le moment, il n'a pas été annoncé qu'il y aurait un salon, un SIAPRO en 2026. Et les organisateurs du SIAPRO, d'après ce que j'ai entendu, et encore aujourd'hui dans les allées, de sources sûres, ont toujours dit qu'ils s'effaceraient devant le CIMA si celui-ci revenait sur le devant de la scène. Donc on peut considérer à ce jour que le SIAPRO va se tenir en février 2025 et que donc le CIMA aura lieu en 2026, février également, sans concurrence avec le SIAPRO. La vraie question, c'est quel est l'avenir de ces salons, comment on arrivera à les rebooster le CIMA, à revenir sur la scène internationale avec un vrai salon international, sachant que finalement, nous, notre problème en France, c'est un problème purement franco-français. On a trop de salons en France. Alors, c'est pas que ça. C'est qu'on ne sait pas travailler ensemble. On ne sait pas se mettre autour d'une table et être capable de pouvoir, comme les Allemands, on dit qu'ils chassent en meute, ben en France, on fait autant de salons plutôt qu'à un moment donné s'associer. Et alors, ce que tu dis est vrai, mais il n'empêche que voilà, le constat, il est là. On a trop de salons, chacun va justifier sa place. On voit ici qu'on est au sommet de l'élevage, on voit la fréquentation, tant en termes de population que d'exposants. On voit qu'il a complètement sa place, qu'il a évolué plutôt positivement. Et aujourd'hui, tous les salons vont justifier de leur positionnement. Le vrai problème, c'est la fréquence et le chevauchement. Alors avant, on n'arrivait déjà pas à faire vivre un salon international, à savoir le CIMA, puisqu'il avait arrêté. Et maintenant, on va se retrouver avec deux salons internationaux. Je ne sais pas si le SIAPRO a vraiment pour vocation première de concurrencer.
En tout cas, chacun aujourd'hui développe des arguments en disant voilà, nous, on a bien notre personnalité propre, etc. Moi, je pense que c'est le terrain qui donnera la vraie teneur, à savoir d'abord, premièrement, l'actualité, la conjoncture. Parce que si on revient sur une conjoncture favorable, bien pour le coup, on aura plus de facilité du point de vue des exposants à venir sur des salons. Et si la conjoncture est un peu mauvaise, forcément, les budgets seront plus restreints. Christian, tu connaissais le salon Le CIMA, tu venais des fois? Oui, tout à fait. T'aimais? Ah, j'adorais. Et pourquoi il n'a pas marché? À mon avis, c'est le manque de fréquentation. Parce que moi, j'avais été surpris de voir ces grands couloirs déserts avec du matériel imposant et impressionnant, où il y a une diversification on découvre des nouveaux outils, on découvre des gens. Et c'est un bel espace de rencontre aussi. Tu es content qu'ils reviennent? Tu te dis, oui, tout à fait. J'ai beaucoup regretté de ne plus avoir le CIMA. Une époque, il était même en même temps que le salon d'agriculture. Alors on prenait la voiture, on allait au salon d'agriculture, on passait une journée au salon, et après le lendemain, on repartait sur le CIMA. Jean-Marc. Ouais, moi, alors je suis pas dans le monde agricole comme vous là. Mais tu exposes dans les salons. J'expose dans les salons et il y a une chose. Ces derniers jours, on a quand même eu quelques nouvelles qui viennent mettre un peu de lumière noire, on peut dire ça. Lactalis, ce matin, il y avait un très bon article dans Challenge sur les exportations françaises. Tout ça, ça donne une notion de contexte. Pour autant, quand on les voit, je pense au SPACE, je pense ici, vraiment le sommet d'élevage, c'est très bien, le SIA, c'est des salons qui sont à grand succès public. Je ne sais pas par rapport aux exposants ce qu'ils en retirent, mais je trouve qu'il y a un dynamisme et il y a ça montre un dynamisme du monde agricole malgré tout ce qui leur tombe sur la tête en ce moment. Donc j'espère que ce dynamisme-là dans les salons va se poursuivre. Comme ça, on pourra encore plus discuter, encore plus échanger. Alors, ce qu'il ne vous a pas dit, Jean-Pierre, c'est que quelque part, on va avoir un salon qui est porté par la FNSEA, puisque le président du SIA, c'est Jérôme Despé. Jérôme Despé, bon, certes, il n'est pas en tant que FNSEA, mais il est quand même vice-président de FNSEA. En même temps, président du SIA, il lance un SIA Pro, qui est un salon dédié au machinisme, qui va se retrouver face au CIMA, qui est un salon porté par les constructeurs. C'est bizarre quand même d'avoir deux salons qui s'opposent entre fournisseurs et clients. Ce qui est bizarre, en tout cas, c'est que déjà, ce que tu développes là, c'est pas très clair pour le grand public, quoi. Tout le monde va s'y perdre un peu. Ce que j'en ai compris, c'est qu'effectivement, le SIA Pro est lancé par Seneca, je crois, qui est la profession agricole. Voilà. Et que donc, on est sur une nouvelle organisation avec Comexposium. Comexposium organisait préalablement le CIMA. Mais le contrat a été rompu, pour être précis, c'est comme le foot. Voilà, donc quelque part, c'est un peu un jeu de chaises musicales, non ? Je suppose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Comexposium s'est peut-être dit, bon, on perd ce salon, on ne sait pas quel sera l'avenir du CIMA, nous, on va lancer quelque chose. Pendant ce temps-là, les gens du CIMA travaillaient à un projet avec d'autres organisateurs et ils ont lancé ce CIMA. Mais je crois que là, on n'est que dans les spéculations parce que, Jean-Paul, il y a quand même un salon à Montpellier que tu connais. Le CTV. Voilà. Parce que tu as oublié le nom, c'est ça? Non, je voulais que tu... C'est l'âge. Non, je voulais que tu... voir si tu suivais. Et si j'ai bien compris, le CTV est toujours organisé par une structure commune entre le syndicat des constructeurs, l'ACSEMA, et Comexposium. Donc il y a encore un lien entre tous ces gens-là, et seul l'avenir et les relations entre les uns et les autres nous donneront le tempo. On va clore le sujet, mais moi j'ai été voir un peu les deux parties, entre guillemets. J'aurais dit, mais il faut communiquer, il faut être capable de faire un grand salon international du machinisme. Il faut être capable de pouvoir s'associer. Et peut-être ouvert un peu plus au public. Exactement. Parce qu'on a de moins en moins d'agriculteurs. La fréquentation, il faut qu'elle soit là. Et on a beaucoup de curieux qui viennent dans les salons comme le sommet de l'élevage ou le salon d'agriculture et qui sont tous impressionnés, qui ont les yeux qui papillent quand ils voient tous ces outils. Et qui sont peut-être les futurs acteurs de demain, recrutés par la filière scolaire. Exactement. Le futur acteur du monde agricole et du machinisme agricole. C'est très vrai. Hein. Ça met plein d'étoiles dans les yeux quand on arrive à un salon du machinisme ou à un salon de l'élevage. Je suis persuadé que ça amène à des vocations derrière. Donc, il faudra communiquer, faire moins cher, parce que c'est vrai que le CIMA, c'était quand même beaucoup
trop cher? Alors, est-ce que c'est pas les salons en général qui sont trop chers? Et trop chers par rapport à quoi? Pour les exposants. Et comment faut repositionner tout ça? Est-ce que c'est à nous de le dire? Je sais pas, on refait le salon, on refait le CIMA, c'est fini, on va parler maintenant du photovoltaïque et surtout de l'agrivoltaïsme. Alors là, c'est pareil, on voit des contrats, je sais pas, c'est quoi les prix aujourd'hui de rémunération pour les agriculteurs qui sont proposés? Il y a quoi? Il y a 150 acteurs dans des confrères à vous, il y en a combien? 100, 150? Alors c'est difficile de les dénombrer parce qu'il y a beaucoup de nouveaux entrants. Et par contre, une chose qui est sûre, et je vois la question que Jean-Paul, comme d'habitude, tu es bien au fait de ce qui se passe dans le monde de l'agriculture. On voit des choses complètement délirantes. On a entendu des 12 000, 15 000, 18 000 euros l'hectare. De revenus liés à une installation agrivoltaïque par an. Par an. Et c'est pas ça l'agrivoltaïsme. C'est pas ça. L'enjeu de l'agrivoltaïsme, c'est pas cette rémunération que les agriculteurs n'auront jamais à la fin. Il faut bien le préciser, c'est un mensonge. L'agrivoltaïsme, c'est d'abord, pour moi et pour nous, une idée de la mutualisation et du travail en commun. J'en discutais il n'y a pas une heure avec la chambre régionale, locale et les chambres départementales. Les trois piliers, ça reste toujours les mêmes. C'est mutualiser, c'est-à-dire faire des groupements d'agriculteurs qui vont repenser des filières ensemble, qui vont changer d'activité, qui ont le temps justement dans le développement de ces projets-là de se questionner, de travailler avec des bureaux d'études agricoles, avec les chambres départementales également, qui ont ce savoir, ceci le savoir amont, aval sur les filières, de reconstruire une histoire agricole, d'intégrer des jeunes, d'amener de la formation. Voilà, ça c'est vraiment le premier pilier. Le deuxième pilier, pour moi, ça reste l'implication du territoire. Et l'implication du territoire, ça passe par la concertation, ça passe par les élus, ça passe par l'implication des régies d'électricité, ça passe par la Chambre d'agriculture, par les CCI, par toute cette phase de discussion qui va faire que d'un projet, d'une idée née chez des agriculteurs, on va pouvoir transformer ça en un projet agrivoltaïque qui va pouvoir avoir un bassin d'influence qui sera beaucoup plus large. Et le troisième pilier, ça reste la relation de l'agriculteur aussi avec son territoire. C'est amener des choses nouvelles, c'est, comme je le disais tout à l'heure, créer de nouvelles filières, faire une triple transition écologique, énergétique et agricole, et ce, de manière simultanée. Jean-Marc, je ne t'ai pas dit, mais Jean-Pierre, la nuit, il écrit sa revue. Et le jour, il est agriculteur, il est céréalier, il a des centaines d'hectares. Pas du tout, je suis betteravier. Oui. Les céréales, c'est juste il est betteravier, il a des centaines d'hectares. Et on t'a proposé des offres agrivoltaïques? Pas vraiment. Pourquoi? Mais parce que je pense que... Enfin, je peux pas te dire qu'on n'en a pas eu, mais si tu veux... c'est pas récurrent, quoi. C'est pas on n'est pas dans l'harcèlement, quoi. Ah non, mais c'est pas forcément du harcèlement. Quel prix on t'a proposé? Non, j'ai pas eu d'offre concrète parce qu'on n'a pas été plus loin dans le projet, parce que notre projet actuellement est autre, voilà, tout simplement. Parce qu'il a de très bonnes terres aussi, il faut le dire. Il y a un truc qui est super important. C'est typiquement pour moi, l'agrivoltaïsme n'est pas destiné à Jean-Pierre qui a de super terres. Ce qui est destiné dans la répartition de la valeur de l'agrivoltaïsme, c'est même pas aux propriétaires fonciers pour ne pas justement exploser la valeur des terrains. C'est en direction de l'exploitant. Voilà, c'est lui qui, en tant qu'exploitant, nos projets, alors je fais une petite parenthèse, nos projets sont dans des zones à contrainte. Qualité, quantité de l'eau, qualité des sols, productivité, problématiques de filière, tout ça nécessite des transformations. Et donc notre objectif, c'est que ce soit à l'exploitant qui se lance dans quelque chose de neuf avec un groupement d'agriculteurs, ce soit vers lui que soit fléchée en fait la rémunération principale. Jean-Marc, je reviens à ce que tu dis tout à l'heure. Donc 16, 17, 20 000 euros l'hectare, tu dis c'est n'importe quoi. Je ne sais pas quel est le juste prix de l'agrivoltaïsme, mais on va dire que c'est un petit peu plus bas. C'est beaucoup, beaucoup plus bas. Tu peux donner un ordre d'idée, une fourchette? C'est quoi ce qui est raisonnable? C'est quoi un montage financier qui se tient? Après, il y a plein de marchés pour la sortie de l'énergie. Donc si on va sur les marchés des appels d'offres, les prix de l'énergie vendus sont élevés, donc forcément les prix donnés à l'exploitant peuvent être plus élevés. Si vous êtes sur du pipier, de la vente de l'énergie sur le marché de gros ou à des industriels, là le prix est forcément plus bas, mais la période est beaucoup plus longue. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fonction du type de marché, c'est qu'est-ce qu'on va en faire de cette manne qui peut être redistribuée en termes de partage de la valeur sur le territoire.
Se pose aussi la question de l'installation de jeunes ou de transmission pour ceux qui partent à la retraite en phase d'exploitation. Et tout ça, ça fait partie du package. C'est pour ça que donner un prix, même une fourchette, ça n'a pas vraiment de sens. Bon, moi je dirais quand même que c'est combien 4-5 000 2 000 C'est moins de 5 000. Ouais, entre 2 et 4 000. Allez, on fait une Ça peut être ça. Après, vous pouvez avoir des projets qui sont accrochés au poste source pour injecter, et là, il n'y a pas de coût de raccordement. D'autres qui sont à 10 km, c'est plus du tout la même chose. Il y a une variabilité, je comprends. C'est juste pour donner un ordre d'idée. Mais ça veut dire qu'entre celui qui propose 17 000 et la réalité qui est peut-être entre 2 et 4 000, supposons, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gars, des entreprises qui aujourd'hui se battent pour créer des dossiers en attirant un peu le chaland. Je le crains tout à fait ça. Comme dans toute profession, il y en a qui profitent des effets d'aubaine et des bulles de spéculation qui vont signer des promesses de baux avec des propriétaires fonciers et qui revendent ensuite ces promesses de bail. Et ces promesses, elles sont revendues à des développeurs, à d'autres personnes qui pensent qu'il y a une opportunité dans les projets. Après, le taux de succès, il est infinitésimal. Et c'est une très mauvaise publicité pour l'agrivoltaïsme, il ne faut pas se mentir, parce que ça ne prend absolument pas en compte la partie essentielle, qui est le territoire dans lequel le projet s'implémente. Ça ne prend absolument pas en compte toutes les institutions qui sont autour. C'est juste un effet d'aubaine. Ouais, voilà, ça témoigne d'un emballement, d'un marché où on sait que tout le monde, il n'y en aura pas pour tout le monde, pour toutes les surfaces. Et aujourd'hui, on veut créer du dossier à présenter en CDP-NAF. Oui, c'est ça, et même encore avant, il y en a qui n'ont même pas de débouché électrique, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas se raccorder au réseau. Ouais. Quel est le sens de faire ça? Allez-y, monsieur les agriculteurs, comment vous réagissez par rapport à ça? Je suis assez surpris, parce que comment ça va se passer quand on aura un PLUI? Nous, on n'en avait pas pour l'instant. Parce que là, il va y avoir des zonages par les mairies. En fonction des conseils municipaux, vous avez des gens qui ne seront pas d'accord du tout, qui vont bloquer, qui vont figer tout ça et l'interdire. Donc il y a des positions qui seront à trouver. C'est sûr que la Chambre d'agriculture va rentrer là-dedans. Mais bien sûr que les conseils municipaux, et le mien en particulier, celui de ma commune, je ne suis pas sûr qu'ils soient bien d'accord pour développer de tels outils sur des terres agricoles. Parce qu'il y aura toujours les râleurs qui sont venus s'installer chez nous. Beaucoup de gens qui sont venus reprendre des vieilles fermes, pas pour de l'agriculture, mais qui sont dérangés par un coq et qui ne veulent pas entendre parler de telles installations. Ouais, c'est très vrai, je souscris tout à fait. C'est très compliqué pour les communes qui doivent définir aujourd'hui des zones d'accélération, mais une zone d'accélération, c'est quoi? Est-ce qu'on peut demander à une commune, à un maire d'un tout petit village, s'il a des compétences dans le raccordement électrique, dans la qualité des sols, dans la qualité environnementale de la zone Et encore, je ne parle toujours pas de relations avec les voisins. Ouais, là, je parle que de problématiques techniques, alors que l'ancrage dans le territoire, ça reste la clé de l'acceptation du projet. Donc je souscris tout à fait. Parce qu'on va se retrouver avec des PLUI qui vont privilégier des zones périphériques, en périphérie des grandes villes. Et la petite commune de 280 habitants, faut trouver la place. Qui est déjà pas aidée par le raccordement électrique. Qui n'est pas forcément aidé. Et en plus, le raccordement, il est aux frais, je suppose, du propriétaire. Non, c'est aux frais du développeur. Là, quand on du développeur ouais. Parce que sur les bâtiments photovoltaïques que je connais, moi, c'est aux frais du propriétaire. Ouais, quand on fait des projets plus grands, en fait, c'est le porteur de projet qui va supporter ce coût de raccordement. Mais il faut être quand même à proximité. Il faut quand même être à proximité. Pour éviter les pertes en énergie sur le réseau. Oui, mais à la fois, il faut y aller, parce que c'est vrai qu'on a besoin d'énergie renouvelable. Cet après-midi, on a fait une émission super intéressante. Un maire d'une petite commune dans le Cher qui vient, il a 220 hectares donc, de précommunaux qu'il loue à des agriculteurs. Il y en a 2 sur 5 qui partent en retraite. Et il a le clocher d'église à refaire. Il a une trésorerie très, très déficiente pour sa commune. Il est maire. Qu'est-ce qu'il fait? Il va installer donc une installation agrivoltaïque et ça lui permet de refaire l'église et de remettre à flot sa commune. C'est quand même pas mal. Mais c'est exactement ce que je disais, c'est des projets de territoire. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est un partage de la valeur dans le projet de territoire. Ça permet aussi un maintien agricole. C'est juste génial, surtout si on peut implanter des jeunes agriculteurs. Oui, il installe une jeune agricultrice et un éleveur agrandit son troupeau. J'avais pas.
Alors, sur la gestion des biens communaux, c'est problématique. C'est l'arrêté de 1993, je crois. Non, 2013. 2013, où il y a un classement dans la répartition de ces communaux. Donc l'agriculteur il fait une demande d'autorisation d'exploiter. Il faut savoir que le JA arrive en 4e position. Le premier, c'est celui qui est propriétaire sur la section. Le deuxième, c'est celui qui est à côté de la section. Le troisième, c'est le Kidam. Et le dernier, c'est le jeune agriculteur. Voilà. Donc ça, c'est l'arrêté signé par les préfets, par tous les préfets. Donc on en est là. Donc c'est très très compliqué d'aller sortir. Ouais. Alors, on en revient aux conseils municipaux. Un conseil municipal qui décide de ne pas vendre ses biens de section, il ne les vend pas. Il y a des communes que je connais où dès qu'ils peuvent vendre un bien de section pour faire le clocher, ils le font. Christian, pour finir l'émission, donc tu représentes ici les agriculteurs ont du cœur. Les agriculteurs ont du cœur, c'est une association qui met en avant tout ce que les agriculteurs font de bien pour le reste de la société. Par exemple, Christian, là, que vous avez là, il a fait quoi l'hiver dernier? On a fait un spectacle dans une salle des fêtes avec une soirée soupe, avec l'entrée, maudite entrée de 2 €, parce qu'il fallait que ce soit cadré sur inscription. On a fait 140 personnes dans une commune de 280 habitants. J'ai mon ami Maxime Violon qui nous a mis un coup de violon. On a pris un DJ et les gens étaient super contents. Là, on est en train de me demander, refais quelque chose comme ça, reprends la salle des fêtes. L'année d'avant, on avait fait une soirée soupe sous des bottes de paille qui avait super bien marché. L'année d'avant, on avait fait ramasser à la banque alimentaire 12 tonnes de pommes de terre que j'avais données à la banque alimentaire. Et tout le monde est content. Plein de petites initiatives très simples, en accord avec les agriculteurs ont du cœur et par exemple la banque alimentaire. Et au final, par exemple, dans la soirée, tu as collecté l'argent et qu'est-ce que tu en as fait? On a donné de l'argent à la banque alimentaire, puisque c'était le plus simple. Moi, j'avais parfait 12 tonnes de patates. Mais ce qui est incroyable, c'est dans ces soirées, on fédère. C'est-à-dire il y a des gens qui ne se voient pas, parce qu'on a souvent la soirée de la chasse, la soirée des pêcheurs, la soirée des anciens. Et là, on retrouve toute la commune qui vient, tous ceux qui peuvent viennent, même des extérieurs, qui viennent chercher leur pot de soupe. Et là, on fédère vraiment. On retrouve des gens. Bravo. Ouais, un grand bravo. Moi, j'ai découvert votre association tout à l'heure, là. Et je vous tire un grand chapeau. Je peux vous garantir qu'on ne manquera pas de revenir vers vous assez rapidement. Eh bien, super, c'est sur ces bonnes intentions donc, que se termine notre émission. Merci à vous d'être venus débattre. Puis si vous avez envie de lire un bon journal, je vous conseille Tracteur, Passion et Collection. Voilà, pour tout savoir sur le monde du tracteur, merci à vous et surtout merci à vous. Merci Jean-Paul.